95% de toutes les entreprises digitales qui se sont créées depuis 20 ans sont créées par des gens qui ont moins de 35 ans. Et pardon, mesdames, 90% d'entre elles créées par des hommes. Donc en termes de parité, c'est absolument effrayant. Et 90% d'entre elles sont basées sur une technologie plus efficiente, meilleure que l'industrie à laquelle ils s'attaquent. Et 90% de ces sociétés ont une organisation horizontale et non pas pyramidale, verticale, comme nos organisations, d'où l'agilité. Donc il n'y a pas de statut, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de bureau de coin, il n'y a rien de tout ça. Si on veut répondre au point numéro 1, l'âge, la seule façon, c'est d'identifier dans nos propres organisations quels sont ceux qui sont dans cette tranche d'âge. Une fois que vous les avez identifiés, est-ce qu'ils se sentent eux-mêmes reconnus? Est-ce qu'ils ont la parole? Est-ce qu'ils ont de l'espace-temps? Est-ce qu'ils ont un espace de décision? Est-ce que celui qui est plus âgé, qui a 20 ans d'expérience, va en fait aller se côtoyer un avis qui est différent du sien? Et donc on est dans l'intelligence collective, alors qu'avant on était dans une espèce d'intelligence pyramidale dans laquelle le jeune devait attendre autant d'années que celui qui l'a précédé. Et donc on a cassé ça. Et la première façon de le casser, c'est très symbolique, hein, mais je l'ai fait et ça a râlé à peine 15 jours. Il faut déménager. Ça a l'air complètement idiot, mais les grandes organisations et les grands groupes, et j'en vois encore beaucoup quand je me balade, on a encore des couloirs avec des noms de personnes sur des portes et ils calculent le nombre de fenêtres qu'ils ont dans leur bureau. Ouais. Parce que plus on a de fenêtres, plus on est quelqu'un. Et donc ceux qui sont dans un bureau avec leur nom et 3 fenêtres, ils ne vont pas voir le jeune qui lui est dans l'open space parce qu'il n'a que 27 ans. Donc le meilleur moyen, c'est que tout le monde déménage et que tout le monde soit dans le même open space et plus personne n'a accès à la fenêtre, à part l'intégralité des collaborateurs. Ça change tout. Hein. Et après ça, on a mis un Shadow Comex, c'est-à-dire qu'on a décidé en un week-end, j'ai demandé à mes 14 membres de mon comité exécutif, dont la moyenne était 48 ans, c'est moi qui poussais la moyenne vers le haut. Et donc, je leur ai dit, écoutez, voilà, on a 65% de gens chez Accor qui ont moins de 35 ans, hein, sur les 250 000. Donc, je leur ai dit, en un week-end, chacun d'entre vous, là, les 14, vous allez me donner un garçon et une fille de moins de 35 ans qui travaillent chez vous, dont vous savez que quelque chose ressort de ces deux individus. Donc, il y a eu 28 personnes. J'en connaissais que 2 sur les 28, ça en dit beaucoup, hein. Et donc, on a interviewé avec la patronne, on n'appelle plus ça nos ressources humaines, c'est talent et culture. Donc, avec Arantxa, on a passé exactement 45 minutes fois 28 par Skype avec ces personnes qui étaient Pérou, qui étaient Colombie, qui étaient à Moscou, qui étaient à Melbourne. Et on a sélectionné 14. Et donc là, on a pris 7 filles, 7 garçons. Alors que mon COMEX, on était 2 filles et 3 garçons, et 2 filles et 12 garçons. Et ces 14 personnes, du jour au lendemain, on leur a donné accès à 100% de mon agenda et 100% de toutes les informations confidentielles dont j'ai le soin. Et tous les agendas du comité exécutif, on se réunit tous les mois, 10 jours avant, ils ont les agendas et doivent me donner leurs réponses avant même que nous, on tranche. Oui, qu'est-ce qu'il en sort de ce Shadow Comex concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très précis? Il en sort plein de choses. D'abord, il y a une vraie... Cette génération-là, et maintenant on est au Shadow Comex numéro 2, puisque ça dure 15 mois ou 18 mois, parce que je veux qu'il bouge. La sanction aussi de ça, c'est que sur les premiers, il y en a 5 qui sont partis à l'extérieur, qui ont été débauchés, parce que quand vous donnez de la visibilité à des jeunes, forcément, ils prennent de l'importance, et ça n'a aucune... c'est pas grave. Ce qu'il en sort, c'est ils sont dans une rupture totale de mode de pensée sur la relation client. C'est-à-dire qu'ils nous apportent ce qui est important pour le client, alors qu'à nos yeux, ça ne l'était pas forcément. L'exemple le plus précis, c'est Joe & Joe. Joe & Joe, on essayait de trouver quelle solution apporter à la clientèle Airbnb. Beaucoup d'entre vous, vous avez été chez Airbnb et vous y retournerez, et ça n'a aucune espèce d'importance. Et il n'y a pas vraiment de clientèle d'âge. On fait l'erreur de penser qu'Airbnb, c'est moins de 40 ans. Ce n'est pas vrai. Vous avez toutes les tranches d'âge. Mais Airbnb répondait à 3 choses compliquées pour moi. 1, c'est un tiers moins cher qu'une chambre d'hôtel. 2, c'est souvent un tiers plus grand. Et 3, c'est un tiers plus marrant parce que perçu comme étant plus local comme expérience. Et moi, je ne peux pas baisser le prix des chambres d'un tiers. Je ne peux pas augmenter la taille d'une chambre d'un tiers. Et je ne peux pas déplacer un hôtel. Je peux le rendre plus local avec un nouveau design, mais c'est probablement le seul point sur lequel je peux jouer. Donc on a commencé à cogiter en disant mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est avec le Shadow Comex qu'on a réfléchi complètement différemment. On se dit mais en fait, ce qui ne marche pas dans notre mode de pensée, c'est qu'on a imposé aux gens des contraintes d'espace et donc de cloisonnement, de murs. Et donc on a réinventé Joe & Joe, dans lequel nous prenons des friches industrielles, des bâtiments, soit on les construit, soit ils existent, dans lequel nous enlevons tous les cloisonnements.
Et donc l'intégralité du mobilier d'un hôtel Joinjo est en fait sur roulette. À part, je le dis souvent, les toilettes, parce que j'ai un problème de verticalité de plomberie. Mais à part les toilettes et le lavabo, y compris donc, les cloisons, les lits, les lockers, donc les armoires, sont sur roulette et en fonction du nombre de... Et donc on vend au lit et non plus à la chambre. Et donc si vous venez avec un groupe de 4 ou 5 copains, ben, vous allez appeler et vous allez reconfigurer dans l'espace votre propre espace, qui peut être assez large. Hein. Bon, c'est pas tellement étanche au bruit, parce que forcément ça passe en dessous et au-dessus, mais c'est un prix qui est le même que celui d'Airbnb. La sécurité est supérieure parce que vous n'avez pas à attendre les clés sous la pluie que quelqu'un vous les donne. Et puis vous allez rencontrer les gens au bar et au restaurant de cet endroit que vous n'auriez pas rencontrés. Donc vous avez le même prix, plus d'espace et des rencontres. Et ça marche hyper bien. Ça, c'est le Shadow Comex. Et Maud, sur un projet comme celui-là, vous intervenez à quel moment et de quelle façon ? Nous, on est intervenu. Alors moi, j'ai rejoint Accor au moment où le Shadow avait déjà élaboré le concept de Joinjo pour les millennials, qui renvoie là encore à une notion d'usage et de public à adresser dans le contexte du private rental. Nous, on intervient comme toujours en service provider. On vient pour apporter des solutions, on vient pour aider, pour faciliter. Donc, on travaille avec Joinjo sur des logiques d'intégration, de distribution de marques sur accorhotel.com. On réfléchit aussi à enrichir le programme de fidélité avec des mécanismes de points dans Joinjo. On travaille ensemble sur des partenariats technologiques. Donc, on est vraiment dans une logique de soutien et d'accompagnement, tout en respectant très fortement l'identité de la marque nouvelle, qui est aussi perçue et valorisée pour sa différence. Et donc, il ne faut absolument pas engluer, entre guillemets, dans l'écosystème traditionnel. Pour ajouter, parce que à chaque fois, je ne fais pas l'erreur, mais j'ai appris de ce dont on parle sur le Shadow Comex, c'est les moins de 35 ans. Ça fait 2 ans et demi maintenant que ça se passe. Hein. Je voudrais redire et hurler ici que la personne qui a plus de 35 ans n'est pas laissée de côté pour autant. C'est-à-dire qu'on peut avoir 42 ans, 48 ans, 60 ans, dès lors qu'elle se côtoie et qu'elle écoute, et elle a aussi des idées qui sont des idées de quelqu'un qui a 28 ans. Ce que je veux, c'est que les deux soient ensemble, s'apprécient et que l'âge ne doit pas donner la décision. Mais ce qui marche aujourd'hui, là, depuis 2 ans et demi, c'est qu'en fait, ça phosphore entre toutes les générations. Donc au départ, c'est de les identifier, les reconnaître, mais c'est certainement pas d'en faire des demi-rois ou des demi-dieux. Ce que je note tout de même, on va pas faire une demi-heure sur le Shadow Comex, mais ce que je note, c'est que quand on parle de cette initiative à vos homologues, d'autres grands groupes, ça fait encore pas mal ricaner. On dit souvent que c'est une initiative, c'est de la com, c'est Bazin a voulu faire sa com. Mais fondamentalement, je n'ai jamais rencontré un autre PDG d'un grand groupe français qui souhaite s'inspirer de cette initiative. À ma connaissance, d'ailleurs, il n'y a pas d'autres Shadow Comex aujourd'hui. Si vous savez ce que je m'en fous. Non, mais je me doute que vous en foutez. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est... Ça marche chez moi. S'ils l'essayent, ça marchera peut-être chez eux. Mais je vais formuler ma question différemment. Est-ce que certains de vos homologues sont curieux de cette initiative et vous demandent très concrètement comment ça fonctionne, ce que vous en avez tiré ? Vous sentez ça chez... Si, ils sont interrogatifs. Maintenant, comme je n'ai jamais donné de leçon de ma vie, ça marche chez moi, ça marcherait peut-être pas chez eux. Ils font des choses chez eux, je ferais bien de m'en inspirer et je le fais pas. Ceci étant, depuis maintenant 2 ans, je pense je n'ai jamais été autant parlé dans les grands groupes pour expliquer pourquoi cette transformation d'accord semble marcher. Ouais. Donc ils font autre chose, mais enfin au moins ils me demandent de venir les voir. Bon. Je vois que l'heure tourne. On va peut-être passer aux questions de la salle, si vous en avez. Je vous demanderai à tous de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, René Louis-Ada, donc président de la société Upperlink, partenaire des Échos Digital. Donc, bienvenue et merci d'être venu à cette invitation. Nous sommes une société spécialisée, on accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Avec les grands comptes, on travaille en délégation de compétences. Par contre, on accompagne les PME, PMI, les ETI, plus sur une démarche de réflexion sur comment y aller, sur les évaluations budgétaires, sur la transformation des métiers. Et alors moi, j'ai souhaité participer à la création de ce club avec les Échos parce que
les grands comptes, les grandes entreprises comme les vôtres ont beaucoup de moyens. Donc vous avez les moyens de faire, de vous tromper, de revenir en arrière. C'est moins dramatique que ça peut l'être pour une plus petite entreprise. Et la question que je pose régulièrement, c'est si vous aviez un conseil à donner à ces plus petites entreprises, fort de votre expérience, quel serait-il? Question un peu large et pas forcément facile, hein, mais voilà. Voilà. Quand je travaillais pour le gouvernement à Matignon, j'étais en charge aussi des affaires digitales. Et on avait demandé au Conseil national du numérique de travailler à un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur et qui reste, je crois, totalement d'actualité. C'est la transformation de 98% de l'emploi en France, c'est-à-dire des TPE-PME. Et comment est-ce que les pouvoirs publics aident à la transformation digitale de TPE-PME qui parfois n'ont pas elles-mêmes d'experts comptables, se noient dans le droit, ont du mal à être accompagnés juridiquement. Et donc quel est, nous, notre rôle collectif, que ce soit pouvoir public ou grandes entreprises, pour être dans une logique de partage de compétences, avec une transformation digitale qui passe par des leviers très différents et des niveaux très différents. C'est-à-dire ça peut être de la transformation interne, avoir un back-office IT robuste qui marche, avoir une sécurité IT qui est efficace, un firewall qui permet de protéger la donnée, avoir un data lake qui permet d'exploiter cette donnée, de faire parler des chiffres, ou tout simplement une stratégie externe, digitale, c'est-à-dire savoir avoir une vitrine, un site web, une politique de CRM, parler aux gens à partir du digital, être visible, parce que le visible aujourd'hui, c'est le réel et il est en ligne. Et donc, moi, je crois que c'est avant tout une responsabilité de pouvoir public. C'est peut-être un peu mon ancienne casquette qui revient, mais je crois profondément, on avait réfléchi à du voucher avec le soutien de la Commission européenne, de l'Union européenne, pour aider en fait les entreprises à se former. Le réseau des experts comptables et toutes les fédérations type CGPME étaient très allantes pour accompagner. Il y a un devoir de pédagogie et d'information énorme et de partage de bonnes pratiques. Et après, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi entre les grands groupes et les TPE et PME. À l'ère du digital, aujourd'hui, toutes les frontières se brouillent. B2B, B2C, brick and mortar, digital, tout ceci se croise. TPE, PME, on voit bien, grands groupes, on voit bien que les ponts ont aussi intérêt à être construits. Donc je crois qu'il y a sans doute des initiatives aussi à apporter dans le partage d'expériences sur qu'est-ce que c'est qu'une transformation digitale. Au fond, l'échelle n'est pas la même, les moyens ne sont pas les mêmes, le droit à l'erreur, vous avez raison, ne sont pas les mêmes, puisqu'il peut être fatal pour une plus petite structure. Pour autant, la courbe d'apprentissage, les enseignements, la méthodologie est fondamentalement la même. Quels que soient les secteurs, l'apprentissage du digital joue sur les mêmes ressorts, et je pense qu'il y aurait des belles choses à faire en termes de partage. Quand moi, si on me demande de venir à la CGPME, je suis intervenue il n'y a pas très longtemps à la DGEFP pour parler de la transformation digitale. C'était passionnant. Il y avait pas mal de TPE-PME et c'était un vrai moment d'échange. Donc il y a sans doute quelque chose à faire. Je vous donne juste, c'est corollaire à votre question. On a mis en place une cellule qui s'appelle Disruption et Croissance, dans laquelle ils sont une trentaine. Et leur mission, c'est d'identifier toutes les startups qui existent dans le monde, qui sont liées à l'industrie de voyage et du tourisme. Donc on en est aujourd'hui à 565 avec lesquels on a engagé un dialogue. Et donc chaque semaine, on en rajoute une douzaine et une quinzaine. Et d'abord, je veux connaître leur existence, ou sur quel territoire ils sont. Et il y a toujours les trois thématiques qu'on regarde. La première thématique, c'est qualité du management. Ils ont quel âge? Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils ont une vraie ambition? Est-ce qu'ils ont l'énergie? Est-ce qu'ils ont une confiance en eux? Deuxième, est-ce qu'ils ont un business model? Et troisième, sur quel territoire ils se situent? Très souvent, vous savez très bien que, et puisque 70% d'entre elles meurent à la 4e année, c'est qu'il leur manque un des trois ou deux des trois. Ce que nous, on essaie de leur apporter, c'est un côté grand frère, c'est la lucidité qui leur manque sur leur propre appréhension de ces trois clés-là. Forcément, ils jugent qu'ils sont bons. De temps en temps, ils se posent des questions sur le business model et sur l'industrie. Et on en accompagne beaucoup dans lequel on se dit, le management, on ne sait pas, mais ils ont un bon business model et c'est une bonne industrie. Quand les trois sont là, en fait, on les achète. Donc, c'est ce qu'on... Quand il en manque un, on prend 40%. Quand il en manque deux, on prend 5 ou 10%, parce que ça sent bon, mais on ne sait pas très bien où tout ça va aller. Mais le plus important dans tous ces startups, ça revient à ce que disait Maud tout à l'heure, et oui ou non sont-ils en capacité de croissance top line? Que leur business model ne soit pas là, ça n'a aucune espèce d'importance. Toutes les grandes entreprises ont changé de business model en l'année 5, 6 et 7. Et Blablacar en est un bon exemple. Mais
si on n'a pas une croissance de l'usage et vraiment de l'utilisation et de chiffre d'affaires, c'est que ça va aller nulle part. Donc voilà, la qualité pour nous, c'est de pouvoir au moins leur rendre service en disant, les gars, il vous manque les 3, là on ne passe pas beaucoup de temps, mais d'arriver à passer un par un sur le secteur management et business model. Bonsoir, Philippe Soulier, donc je dirige Valtus, leader européen du management de transition. Je trouve que c'est une belle reconnaissance de vos pairs de vous faire intervenir comme étant effectivement une référence sur une digitalisation d'une industrie qui était somme toute encore un peu endormie. Et néanmoins, moi, c'est plutôt l'humain qui m'intéresse. Et donc, à travers ça, à travers toutes les acquisitions que vous venez de réaliser, comment vous arrivez à embarquer tous vos hommes et femmes dans toute cette digitalisation, transformation, et en même temps dans l'intégration des nouvelles acquisitions? Alors, mes pairs, quand ils me demandent de venir, c'est pas pour leur parler de digitalisation, parce que j'y connais rien, c'est pour ça qu'elle est là. Moi, j'y vais pour parler de transformation. Transformation, culture, management. Et quand j'y vais parce qu'on me le demande, mais je n'ai fait ça que depuis 5 ans. Je n'ai jamais fait ça de ma vie avant. Donc, et je pense que c'est une aide, d'ailleurs, de n'avoir jamais géré de société avant. C'est parce que je n'ai pas de repères. Donc, je ne me dis pas, ça, j'ai essayé, ça ne marche pas, parce que comme je n'ai jamais essayé, autant le faire. Mais le plus important, et c'est Jean-Paul Bailly qui m'a dit ça, qui est administrateur d'Accor, quand ils ont eu l'idée saugrenue de me nommer il y a 5 ans, c'est l'incarnation de la transformation. Et je le dis là, et je suis peut-être mal placé pour le dire, les collaborateurs, c'est absolument incroyable, parce qu'ils ont besoin d'être guidés par une personne, un visage, un discours, une cohérence et du temps. Et c'est une des choses d'ailleurs sur lesquelles je me pose le plus de questions, c'est comment est-ce qu'on désincarne au bout de 5-6 ans. Et c'est très compliqué à faire, parce qu'ils veulent vous voir, vous, parce qu'ils vous ont fait confiance à un moment donné. Deuxième chose qui était très importante pour moi, c'est que mon discours soit rigoureusement identique, ainsi que le support papier, on en a parlé au tout début, indépendamment de l'audience. Quand je suis arrivé chez Accor, vous aviez un papier qui était sur le même sujet, un papier qui était pour les franchisés, qui était un papier différent pour les syndicats, qui était un papier différent pour les marchés financiers, ou un papier différent pour le board. Forcément, on se ment à soi-même. Donc moi, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas une seule virgule entre mon support et mon audience. Donc ça veut dire que tout d'un coup, il y a un sentiment de vérité. Au-delà de ça, ce que je dis tout le temps, c'est que j'ai des doutes. Je ne suis absolument pas certain du chemin à prendre. Je sais très bien où je vais emmener Accor dans 5 ans. Je savais très bien en 2013 où serait Accor en 2018. Et étonnamment, c'est pour ça que je crois encore en moi et en Accor, 95% de ce que j'avais écrit en 2013, c'est exactement réalisé aujourd'hui. Je n'étais pas plus malin, mais je savais où j'allais. Par contre, je sais où je vais aller en 2022, mais je ne sais pas si je vais prendre une nationale, je ne sais pas si je prendrai l'avion, je ne sais pas si je prendrai le train, je ne sais pas si je ferai un détour, parce que quand j'ai commencé, j'étais en train de répondre aux OTA, agences en ligne, et à Airbnb. Depuis, j'ai l'intelligence artificielle, machine learning, Google Homes, Amazon Alexa, et j'ai mobile payment. Donc j'ai 2 autres mutations qui me sont tombées dessus. Il y en aura sûrement une 5e et une 6e dont je ne connais pas l'existence, mais qui va me tomber dessus entre 6 mois et 12 mois. Et ces mutations m'obligent à prendre des chemins différents. Mais en tout cas, je dis à tout le monde où on sera en 2021, et je dis qu'on est en capacité de doubler les résultats de ce groupe, indépendamment de ce qui nous tombera dessus. Une autre question ? Bonjour, Thibaut Carrier, je suis entrepreneur et consultant indépendant dans le domaine de la transformation de l'IT. Il y a 2 choses que je trouve extraordinaires dans ce que vous expliquez. La première, c'est que vous avez réalisé une transformation du groupe qui, vue de l'extérieur, a l'air complètement fluide, ça a l'air complètement naturel, et ça c'est très fort à mon avis. Et la deuxième chose, c'est que vous vous appuyez sur le pragmatisme du terrain. Et moi, je suis persuadé que la vérité, elle est toujours sur le terrain. Et du coup, j'aurais une question pour Madame Bailly. Sur quel talent vous appuyez-vous et quelles sont les principales compétences qui vous aident à gérer tout ça, en fait? On a jusqu'à 23h15. Les portes se ferment automatiquement. Merci pour cette très bonne question. Alors, en un an, j'ai pas mal recomposé mes équipes. Il y a quelque chose dont je suis absolument convaincue, et je dis ça pas du tout en langue de bois, mais en vraie conviction dans les tripes. Je m'appuie sur la diversité. Aujourd'hui, mon codir, au sein de mon périmètre de CDO, il y a 50% d'hommes et de femmes. Il y a des juniors, des talents que j'ai promus en les sortant du couvercle
parce qu'ils ont une liberté de ton, une insolence qui est absolument vitale pour nous rappeler quand on pense avoir un peu trop de certitude et nous dire « Youhou !» En fait, personne ne va te le dire, mais je ne pense pas que c'est exactement ce qu'on cherche. Là, ça ne se passe pas bien, ou je ne suis pas sûre que ce soit le besoin de demain dans ma génération. Des seniors, il y a une dame dans mon codir qui a 62 ans. Elle connaît toute l'histoire d'Accor. Ça fait 20 ans. Aujourd'hui, elle fête les 20 ans. C'est 20 ans, c'est vrai, non, c'est hier. Elle fêtait ses 20 ans de travail chez Accor. Je ne crois pas qu'on transforme dans l'amnésie. Je crois qu'on transforme, en tout cas quand on n'est pas né digital, on transforme dans la connaissance de son legacy, de son histoire. Et donc, une senior. Et puis, on mélange aussi les sensibilités. Donc, j'ai évidemment des profils français dans mon codir, mais j'ai aussi des sensibilités totalement nouvelles. On vient de recruter un patron du programme de fidélité qui est à la fois canadien et italien, qui a travaillé chez Qatar Airlines et chez Air Canada. Mon patron des ventes est australien d'origine japonaise et allemande. Et en fait, il y a des talents partout. Je crois beaucoup au fait qu'il faut construire en permanence son plan de succession, porter les talents, les mettre en avant, s'autoriser à se faire un peu bousculer parce qu'il n'y a pas d'idée reçue, il n'y a pas de certitude, surtout dans un environnement qui bouge autant et qui est autant disrupté. On apprend à construire des choses solides dans un environnement profondément incertain. Et on s'entoure de sensibilités culturelles extrêmement différentes parce que c'est elle, quand on bloque sur un problème, qui nous oblige à avoir un pas de deux pour se mettre de côté. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai mis en place du management visuel. Le management visuel, ce n'est pas particulièrement lié au digital. Je l'ai appris dans un environnement très industriel qui était la SNCF, avec des processus liés à la sécurité. Sauf qu'on fait du co-design de résolution de problèmes, du co-développement, et en 10 minutes, quand on expose un problème, il y a dans mon codir, parce qu'il y a cette diversité, autant de manières de résoudre le problème, autant de manières de questionner ce problème que de regards. Et donc, ce qui m'aide vraiment dans ce travail extrêmement matriciel, c'est de pouvoir me reposer sur des talents très divers qui incarnent aussi bien l'histoire d'Accor que son futur, la France que quelque chose de très étranger, et autant une sensibilité de terrain que corporate, parce qu'on est vraiment à la jonction des deux. Donc, je crois profondément à cette diversité. Merci beaucoup. J'y vais. Bonjour, Nicole Degbo, Société La Cabrique. Donc, nous, on veut mener la bataille culturelle du travail. Je me demandais de quelle manière, d'après vous, l'industrie des objets connectés va venir bouleverser le business model des hôtels. Quelle sera l'hospitalité du futur ? Bon, sur un point assez précis qui s'appelle les chariots connectés. Ça a l'air extrêmement bête, mais un des emplois sur lesquels il y a la plus grande pénibilité, ce sont les femmes de chambre, à qui on demande absolument énormément et qui ressortent éreintées après 20 ans de travaux chez Accor ou dans l'hôtellerie. C'est juste un des endroits dans lesquels on devrait faire beaucoup plus pour elles et pour eux. Chariot connecté, c'est assez bête, hein. Ces femmes de chambre depuis 30 ans sont obligées dans chaque chambre d'aller regarder comment fonctionnent toutes les lampes, l'air conditionné, enfin tous, ce sont les objets qui sont dedans. Donc maintenant, et ça se met en place partout, et quand ça ne fonctionne pas, il faut qu'elles appellent le gars, le plombier ou l'électricien pour les réparer. Donc maintenant, l'intégralité des objets dans les chambres ont des capteurs qui donc parlent sur leur fonctionnement ou leur non-fonctionnement, qui va directement sur le chariot de la femme de chambre, donc on n'a pas besoin de faire le tour de la chambre, et qui surtout va directement chez le plombier et chez l'électricien qui travaillent dans l'hôtel pour aller directement régler le problème. Donc il y a un gain de temps, il y a un gain d'efficacité, et ça a l'air complètement bête, mais c'est quand même beaucoup plus utile pour tout le monde. Maintenant, ça va aller bien au-delà de ça sur la relation client dans le hall et ainsi de suite, dont elle va vous parler tout de suite. Absolument. Pour compléter ce qu'a dit Sébastien, je crois beaucoup au conversationnel. Aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous avez eu une grosse semaine avec un événement notamment jeudi soir, et vous avez envie de sortir en week-end et de partir à l'hôtel. Pas de chance, vous laissez votre Wi-Fi ouvert. Je sais que vous avez laissé votre Wi-Fi ouvert. Donc vous êtes géolocalisé 60 000 fois par mois, automatiquement, et je sais que vous aimez Dinard et la Bretagne.
Et puis que vous vouliez ou non, peut-être que vous avez un véhicule connecté, donc je vais collecter de plus en plus de data sur vous et sur vos préférences. Et puis pour Noël, vous avez eu un petit robot à la maison, parce que c'est sympa, parce que c'est moderne. Une étude Gartner affirme que d'ici 2020, 75% des marchés américains, des ménages américains, vont être équipés en assistant personnel. 75%. La manière dont vous allez concevoir une offre de voyage va, à mon sens, basculer d'une requête où sur Internet on dit « je cherche un hôtel spa sympa à Dinard et quel est le temps ?» Il fait forcément beau. À « je vais pousser de manière proactive en fonction de la donnée que j'aurai collectée sur vous et vos préférences, je vais vous pousser une offre. » Et donc pour moi, il faut qu'on anticipe à l'ère des outils connectés cette bascule du conversationnel. Cette bascule où, qu'on le veuille ou non, les gens vont de plus en plus avoir de data sur nous. Et où, en fait, la conception de l'offre même de voyage va basculer de la requête sur Internet avec un choix où les gens auront payé pour être référencés plutôt haut, à de l'assistant vocal, puis de l'assistant personnel qui va répondre, puis proposer de manière proactive, en fonction de vos préférences, des offres. Et ça, si en 2020, 75% des ménages américains sont équipés et qu'on considère qu'il y a 4 à 5 ans de décalage par rapport au reste des pays occidentaux, ça veut dire que d'ici 2025, il faut qu'on anticipe dès maintenant ce nouvel usage, parce que ces objets connectés qui seront chez nous, peut-être au travail, peut-être demain dans les hôtels, vont totalement, profondément changer la manière de consommer un produit de travel. Et donc on est déjà sur un chatbot, qui est un babybot, qui est apprenant, qui est sur du machine learning et qui apprend non seulement aujourd'hui à interagir, à répondre, mais qui demain devra pousser des offres conformément aux préférences de nos consommateurs. Oui, juste pour compléter ce que vous venez de dire, Maud, on a appris hier que les hôtels Marriott allaient dorénavant être équipés d'Alexa, de l'assistant vocal d'Amazon. C'est quelque chose que vous préparez également chez Accor ? Bien sûr, on a un partenariat privilégié avec Google, puisqu'on était référencé parmi les 8 entreprises dans le monde sur le marché France pour travailler justement avec la Google Home. On a un GBP avec Google, mais on ne se restreint pas qu'à Google. On va chercher chez tous les partenaires investis dans le conversationnel des technologies qui vont nous aider nous-mêmes à être capables de répondre à ces petits robots qui vont nous accompagner dans le quotidien. Avant l'iPhone, on se disait il n'y a pas d'iPhone, c'est pas grave, je peux vivre sans iPhone. Je suis sûre que vous avez tous envie de renouveler votre portable et à chaque fois, vous êtes tentés par sortir de l'environnement iPhone. C'est normal. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes captif en partie et vous allez reproduire l'achat de l'iPhone, au-delà du design et tout, parce que vous avez développé des usages. Et je pense qu'à un moment, dans la domotique, dans la robotique, dans cet objet connecté qui va basculer du conversationnel interactif au proactif, on va développer des nouveaux usages qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais qui vont absolument rentrer dans notre quotidien et peut-être dans le quotidien des hôtels. Je commande du room service, je règle la température, je demande à quelle heure le petit-déj ouvre, etc. Et donc, il faut anticiper ce compagnon dans le séjour et peut-être de manière plus globale, un compagnon de vie dans nos quotidiens. Je vous propose de prendre une ou deux questions encore avant de donner la parole à Nicolas Bouzou. Pardon. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je vous remercie de votre... Comme vous avez vu, je n'ai pas tout à fait l'âge pour être membre de votre Shadow Comex. Je le regrette. Mais je vous remercie de ce que vous avez dit sur l'importance des multigénérations. Je m'appelle Emmanuel de Saint-Martin, je suis cofondateur d'une start-up dans les objets connectés. Je remercie la dame pour sa question parce que j'allais poser quasiment la même. Sur les objets connectés, et nous avons travaillé à 3 personnes, une de plus de 50, une de plus de 40, une de plus de 30, et à 4 personnes, pardon, et une de plus de 20. Et cette multigénérationnalité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est un enrichissement absolument incroyable. Merci également de ce que vous avez dit sur toute l'industrie du voyage, parce que c'est notre marché cible. Donc forcément, ça nous interpelle. Je crois qu'il faut rajouter à ça le côté convivial et pas uniquement tech, en tout cas dans toute cette industrie du voyage. Pour que les gens ne voient pas ça. J'ai aimé le compagnon, l'objet que nous créons en ce moment, on l'appelle le compagnon des voyageurs. Donc j'ai aimé ce que vous avez dit sur le compagnon, et que les gens ne considèrent pas ça comme une contrainte, ce qui est un peu pour le moment quand même un peu la perception avec Echo et ces choses-là.
Et alors j'ai ma question qui est très pratique, parce qu'en fait madame m'a posé la question que je souhaitais poser, mais est-ce que vous auriez la gentillesse de me redire le nom de votre structure qui accueille des startups et qui les identifie? Il s'appelle Thibaut Viort, V-I-O-R-T. C'est en anglais, c'est Disruption and Growth. Il est dans le Marais, c'est rue des Archives. Mais vous faites thibaut.viort@accorhotel.com. Accor Hotel en un seul mot. Non d'ailleurs, il n'y a pas hôtel d'ailleurs. C'est thibaut.viort@accord.com. Parce qu'on a changé de nom, mais on a gardé le portail. Bonjour, Michel Deloy, hôtelier indépendant. Vous avez fait une première approche. Troisième panier. Oui, exactement, troisième panier. Mais pas le dernier. Vous avez fait beaucoup d'acquisitions dans les outils ces derniers temps. Et par exemple, je vais prendre un exemple, Avelpro. Avelpro, c'est un peu nous qui l'avions fait, les hôteliers indépendants. Et donc, dans la semaine qui a suivi, on s'est envoyé, les hôteliers indépendants de Paris, qui représentaient à peu près 3 hôtels, quelle va être notre politique par rapport à cet outil? Est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va rester? Parce qu'on avait toujours cette logique un peu de voir Accor comme le grand intégrateur qui avait l'objectif de faire de l'interopérabilité avec les outils. Et nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Là, aujourd'hui, on parle de nouveaux outils sur lesquels on est tous conscients. Et on est très éduqués, les hôteliers indépendants, sur ces outils. Est-ce qu'on joue la partie ensemble ou est-ce qu'on ne joue pas la partie ensemble? Sous-entendu, est-ce que vous avez envie, les acquisitions que vous faites vont vivre leur propre vie en dehors d'Accor pour se développer à l'international, sachant qu'on a les meilleures technologies en France sur cette partie-là dans le monde, hein? Ou est-ce qu'un Avelpro a pour objectif d'aller conquérir le monde? C'est un exemple, hein. On pourrait en citer d'autres. Ou est-ce que vous avez la volonté de l'intégrer au sein d'Accor? Non, mais très clair. Et je ne l'ai pas dit, certaines personnes le savent. Je suis moi aussi hôtelier indépendant, hein. Il se trouve que ma famille, on a 3 hôtels. Donc je continue. Donc, et des beaux projets en Bretagne, si vous voulez aller, ça ouvre le 22 juillet, c'est à Saint-Briac. Donc les Avelpro, Fastbooking, Gecko, une grande partie des acquisitions, merci mon Dieu, ils ont une vie indépendante du groupe Accor. Non seulement elle est indépendante, elle est autonome. On est arrivé en les accompagnant en fait pour 2 raisons. Un, c'est parce qu'on pense qu'ils ont les 3 critères, c'est-à-dire un bon business model, un bon management et un territoire de chasse. Ils viennent parce qu'ils veulent prendre chez nous un bilan, de la taille, des moyens, un peu d'expertise, mais ils connaissent beaucoup mieux leur territoire que nous, hein. Deuxièmement, nous, ce qui nous intéresse chez Avelpro, Fastbooking et puis un autre, ce sont leurs briques digitales. C'est-à-dire qu'ils ont une technologie qui est largement supérieure et plus flexible que la mienne. Donc, je ne veux surtout pas leur imposer ma technologie. Donc je veux qu'ils continuent leur croissance, qu'on leur apporte plus de moyens, probablement un effet de rapidité d'exécution, parce qu'on peut leur ouvrir des portes sur la Chine, sur l'Australie, sur la Colombie et plein d'autres pays qu'ils ne pourraient pas faire s'ils étaient tout seuls. Donc, et c'est une des choses les plus importantes, c'est de ne pas les étouffer. Accor, comme tous les grands groupes, on a une capacité à détruire le corps étranger, mais alors on est hyper bon pour ça. Et donc, si on veut leur laisser un espace de liberté, ça veut dire qu'il faut les laisser autonomes et surtout, il faut les laisser venir vers nous demander quelque chose. Et c'est dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, on a la seule interaction avec eux, c'est un conseil d'administration dans lequel on est représenté. Mais surtout, on n'envoie personne. Et je le dis, hein, certaines d'entre elles vont très bien réussir et certaines d'entre elles ne vont pas réussir, soit parce qu'on n'aura pas apporté ce qu'elles voulaient, soit parce que malheureusement, leur territoire est... Mais je ne veux pas avoir raté... Ce que j'ai dit avec tout le monde, c'est... On a raté Airbnb, on a raté Booking, on a raté Expedia, on a raté TripAdvisor. Je ne veux pas rater les prochaines. Donc, et c'est pour ça la marketplace. On essaye, certaines on va très bien réussir, et certaines on aura participé à une aventure qui ne se terminera pas très bien, mais on ne regrettera jamais d'avoir participé. Je sais qu'il y a d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre ces échanges tout à l'heure au moment du cocktail. Je voudrais vraiment qu'il nous reste un petit peu de temps pour écouter Nicolas Bouzou. Nicolas, je te propose de nous rejoindre sur scène. Nicolas qui est donc économiste, essayiste et qui a fondé le cabinet de conseil Asteres. Ce soir, il va nous parler de sa vision de l'entreprise du 21e siècle. Je précise, Nicolas, que tu t'apprêtes à sortir un nouveau livre qui s'appellera « La comédie inhumaine. Comment les entreprises font partir les meilleurs ». C'est bien ça? Absolument. C'est le premier livre qui sera écrit par des libéraux, parce que je l'ai fait avec une jeune philosophe formidable qui s'appelle Juliette Funès, et qui est critique de l'entreprise, puisque c'est les auteurs néo-marxistes qui avaient pris le monopole de la critique de l'entreprise, et on a pensé que ce serait tout à fait amusant de faire ça nous-mêmes. En fait, je pense que si on veut comprendre l'entreprise du XXIe siècle, il faut peut-être partir
de l'économie du XXIe siècle, ou plus précisément des différences de régime économique entre ce que l'on vit aujourd'hui, cette économie qui est marquée par la convergence du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, et ce qu'on a connu au XXe siècle. Parce qu'il y a un véritable changement de nature économique, et à mon sens, 3 différences majeures, qui d'ailleurs ont parfaitement été illustrées, je trouve, dans la conversation que vous avez eue. 3 différences qui singularisent véritablement la période que l'on vit par rapport à ce que l'on a pu connaître au XXe siècle. Ces 3 différences sont les suivantes, et je vais les expliciter rapidement, parce que c'est ça ce qui véritablement me permettra de faire un diagnostic sur l'évolution de l'entreprise en tant que telle. La première différence, ça a été évoqué plusieurs fois, c'est que le rythme d'innovation, ce que les économistes appellent le rythme de destruction créatrice, ce rythme a considérablement accéléré au tournant de la fin des années 90, du début des années 2000. Deuxième différence, je vais expliciter dans quelques instants rapidement. Deuxième différence, on est dans une économie qui est beaucoup plus capitalistique que ce n'était le cas au XXe siècle. Il faut de l'argent aujourd'hui, véritablement. Et troisième différence, mais en réalité c'est la conséquence des 2 premières, on est dans une économie qui est beaucoup plus oligopolistique. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises qui investissent les bons montants, au bon moment, aux bons endroits, connaissent des rythmes de croissance qui sont absolument inédits. Je développe très rapidement ces 3 points. Un rythme de destruction créatrice qui est plus rapide, pour une raison qui est une raison objective. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez une vague d'innovation qui est mondiale. Ça n'était jamais arrivé. Vous avez une compétition qui est mondiale. La révolution industrielle concernait une vingtaine de pays. Ça concernait les pays d'Europe du Nord. Elle est un petit peu descendue géographiquement. Elle s'est étendue aux colonies, Amérique du Nord, un petit peu l'Asie, l'Inde, Singapour. Mais enfin, voilà, ça concernait une vingtaine de pays. La Renaissance, ça concernait une dizaine de pays. Mouvement géographique inverse de la révolution industrielle. On est parti plutôt du bas de l'Europe et on est remonté vers l'Angleterre, la Flandre. Mais on n'avait pas quelque chose comme aujourd'hui, c'est-à-dire 150 pays dont les entreprises se font concurrence pour innover, mais 150 pays dont les gouvernements se font concurrence pour attirer l'innovation, ce qui est quelque chose de très nouveau. Choose Friends, évidemment. Le président de la République a tout à fait raison de dire « choose friends ». N'importe quel président sensé ferait la même chose. Il a absolument raison. Mais la chancelière dit « choose Germany ». Mais le président des États-Unis dit « choose America ». Mais Theresa May dit « choose Britain ». Peut-être un peu plus audacieux, mais en tout cas, cette idée... Je suis allé au Rwanda il y a quelque temps. Le Rwanda est le plus grand hub numérique d'Afrique subsaharienne. C'est quand même pas évident. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'Afrique subsaharienne, mais il me semble que même pour des gens qui connaissent bien cette zone, il y a 20 ans, on aurait dit que le Rwanda allait devenir véritablement l'un des endroits dans lequel on développerait le plus d'applications dans le monde. C'est quelque chose qui ne me semble pas évident. Donc on a vraiment cette double compétition qui accélère considérablement le rythme de la destruction créatrice. Première différence. Deuxième différence, on est dans une économie extrêmement capitalistique. Plus capitalistique que l'économie du XXe siècle. Le big data coûte en réalité plus cher que le pétrole. L'intelligence artificielle, d'ailleurs c'est un faux ami parce que ce n'est pas véritablement de l'intelligence, mais ce sont des algorithmes qui analysent un environnement et qui prennent des décisions ou qui font des préconisations. Mais ce qui est tout à fait passionnant d'ailleurs dans l'intelligence artificielle, c'est que quand vous regardez l'efficacité des algorithmes, vous vous rendez compte que cette efficacité, elle est plus liée à la quantité de données que vous y mettez comme carburant qu'à la qualité des algorithmes et qu'à la complexité des algorithmes en eux-mêmes. Ça veut dire que la guerre aujourd'hui, c'est une guerre pour les données. Et je crois que c'est Maud Bailly qui évoquait Alibaba. Alibaba a 500 millions d'utilisateurs actifs, 1 milliard de produits en référence, a intégré les systèmes de paiement. Et donc, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de big data. Là, ce n'est pas des études marketing où on pose des questions ineptes à 1000 personnes qui répondent avec des mensonges. C'est vraiment, vous voyez véritablement ce que font les gens. D'ailleurs, je le dis au passage, quand la guerre économique, c'est la guerre des données, faire le RGPD, c'est baroque. Je referme la parenthèse. Et nos amis chinois font pas ça. Enfin, ils le feront. Ils m'ont dit, mais après, ils vont d'abord devenir les leaders et après, ils font une sorte de RGPD qu'ils essaieront d'étendre dans le monde. Mais ils font les choses de ce point de vue-là à l'endroit. Tout ceci coûte extrêmement cher. Ce sont des investissements capitalistiques qui sont extrêmement coûteux.
Ce qui d'ailleurs justifie, à mon sens, un certain nombre de changements d'ordre fiscaux qui ont été opérés en France. Une économie sans capital, c'est une économie qui véritablement sort de l'histoire et qui se condamne à devenir une économie sous-traitante d'un duopole sino-californien. Troisième différence, et là aussi je crois que tu l'as évoqué, ce côté oligopolistique, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements de concentration, mais ces mouvements de concentration, ils ne viennent pas de nulle part. Ces mouvements de concentration, ils viennent du fait qu'il y a des coûts fixes très importants, que cette technologie, elle génère des coûts fixes très importants, et que beaucoup des entreprises dont on parle, les GAFA au sens large, hein, pas simplement Google, Amazon, Facebook, Apple, mais les entreprises apparentées, et les BATX, sont des entreprises qui sont structurées sous forme de réseaux. Airbnb, Sébastien Bazin a évoqué évidemment plusieurs fois Airbnb. Airbnb, c'est une entreprise qui est structurée sous forme de réseau. Être structuré sous forme de réseau, certains connaissent ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Metcalfe, c'est l'idée selon laquelle plus une entreprise est grosse, plus elle a de facilité à grossir. Vous en connaissez la formulation mathématique, hein, la valeur d'un réseau n'est pas proportionnelle au nombre d'utilisateurs de ce réseau, mais au carré du nombre d'utilisateurs de ce réseau. C'est quelque chose qui est absolument contre-intuitif. Le XXe siècle était un siècle de rendement d'échelle décroissant. Plus vous couriez, plus vous étiez fatigué, plus vous ralentissiez. Le XXIe siècle est un siècle de rendement croissant, complètement contre-intuitif. Plus vous courez, plus votre cœur bat lentement, plus vous accélérez. Et ça veut dire que quand on n'investit pas de gros montants au bon moment, eh bien, on est en quelque sorte condamné à voir émerger sur son marché des acteurs qui rapidement vont avoir des positions dominantes. Alors, pour répondre à la question que vous m'avez posée ce soir, qu'est-ce que ça change de façon microéconomique, qu'est-ce que ça change de façon concrète pour l'entreprise? Deux choses déjà. Premièrement, je crois à l'avenir de l'entreprise et à l'avenir du salariat. Je sais qu'il y a une mode intellectuelle, à mon sens, un peu facile, qui condamne le salariat. Je pense que c'est vraiment une facilité de l'esprit. Évidemment, on voit bien que les outils numériques, peut-être demain intelligence artificielle, permettent à des gens de travailler de façon indépendante avec beaucoup d'efficacité. Mais la notion d'entreprise, elle reste incroyablement pertinente quand vous voulez changer le monde, quand vous avez un gros projet, quand vous faites SpaceX et vous voulez concurrencer Ariane Espace, vous ne pouvez pas le faire sous forme d'auto-entrepreneur. Si vous voulez, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir une structure. Donc je crois à l'avenir de l'entreprise et je crois à l'avenir du salariat. Je crois qu'il n'y a pas du tout de fin du salariat. D'ailleurs, on ne le voit pas véritablement dans les chiffres. On voit qu'il y a une montée du travail indépendant dans beaucoup de pays, mais que quand on arrive à 20-25% de travailleurs indépendants, on stagne. Donc je ne crois pas à ça. Et je crois aussi à une certaine verticalité de l'entreprise. J'ai très intéressé d'entendre Sébastien Bazin dire que quand même, à un moment, il fallait incarner les changements. Il faut incarner les changements. Incarner les changements, ça veut dire qu'il faut assumer que dans une entreprise, il y a un chef. C'est pour ça que je suis très méfiant envers toutes les théories très à la mode de l'entreprise libérée. J'en vois bien le côté assez sympa pour les salariés et peut-être parfois un peu démagogique. Mais Mark Zuckerberg et Elon Musk ne font pas véritablement des entreprises libérées, si vous voulez. Donc je pense que à un moment, c'est quand même très important d'assumer le fait qu'il y a un leader, qu'il y a des leaders, que le charisme, ça compte, que l'autorité, ça compte. C'est pas forcément mal, l'autorité, hein, latin, ça veut dire augmenter. Donc, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement négatif. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de ces idées managériales très à la mode, où on veut tout niveler, on veut faire de l'égalitarisme, la grande mode du bonheur en entreprise, les professeurs de yoga qui viennent le midi. J'ai rien contre les professeurs de yoga qui viennent en entreprise, mais je vais vous le dire franchement, j'ai rien pour non plus, pour être tout à fait honnête avec ça. Je pense que il y a des choses beaucoup plus importantes à faire dans l'entreprise que nommer des Chief Happiness Officers partout. Et je crois qu'au fond, ce dont ont besoin les salariés, c'est et d'autonomie et de deux, de sens. Et c'est ça ce qui manque dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Les entreprises, certaines entreprises, pas toutes bien évidemment, pardonnez-moi de généraliser, mais un grand nombre d'entreprises sont dominées par la peur et par
ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du contrôle. La peur, c'est très clair. Moi, je suis frappé de voir comme beaucoup d'entreprises deviennent considérablement adverses au risque. Et d'ailleurs, ça se traduit par des choses extrêmement concrètes. Quand je le dis comme ça peut sembler un peu intellectualisant. Et d'ailleurs, je pourrais l'intellectualiser parce que cette aversion au risque, elle vient de quelque chose de très profond, hein, surtout en Europe. Elle vient de philosophes allemands comme Hans Jonas qui ont théorisé le fait que la peur était quelque chose qui pouvait être positif. Donc on peut essayer de comprendre l'origine intellectuelle de cette domination de la peur. Mais ce que je vois dans les entreprises, c'est aussi les implications concrètes. Le fait qu'on envoie des mails en permanence pour qu'il y ait une trace écrite, le fait qu'on fait des réunions absolument tout le temps. On a fait une étude, nous, pour savoir quelle est la part des réunions qui sont inutiles, entre 60 et 65%. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez supprimer 55% des réunions, il vous reste un volant de 15% qui ne sert à rien, qui permet quand même de sentir qu'on est encore chez soi. Mais voilà, on peut vraiment diminuer considérablement le nombre de réunions, le nombre de mails. Et au fond, ce type de dysfonctionnement de l'entreprise tient, donc je l'ai dit, aux questions d'aversion au risque, qui sont extrêmement importantes, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler une idéologie du contrôle, c'est-à-dire à un manque d'autonomie, je trouve, qu'on ne laisse pas suffisamment aux salariés. J'ai déjà cité cette anecdote, pardonnez-moi, mais je la trouve très, très évocatrice. Le premier jour de la grève SNCF, donc il y a 2 mois, quelque chose comme ça, j'étais avec une entreprise de bricolage et la question qui était posée était la suivante. Est-ce que, au sein du siège social, bien évidemment, est-ce que demain, on peut autoriser le télétravail ? Mais il ne faut pas être méchant comme ça. Enfin, je veux dire, premier jour des grèves, je pense qu'il ne faut pas forcer les salariés à passer leur journée dans les transports. Je pense que c'est quelque chose qui n'est bon pour personne. L'autonomie, ce n'est pas la liberté, hein. L'entreprise n'est pas un espace de liberté, hein. Une entreprise, c'est un projet commun. Tout le monde doit adhérer à ce projet commun. Sinon, les gens qui n'adhèrent pas à ce projet commun ne doivent pas rester dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas du tout avoir une vision bisounours, me semble-t-il, de ces choses. Mais en revanche, je pense que oui, il faut véritablement donner davantage d'autonomie aux salariés, parce que là aussi, je crois que c'est Maud Bailly qui disait ça, on a quand même besoin, ou c'était une question, pardon, à laquelle tu répondais, comment est-ce qu'on attire les meilleurs ? Alors c'est extrêmement compliqué, évidemment. Tu disais il faudrait qu'on y soit jusqu'à 23h ou 23h15. Attirer les meilleurs, c'est sans doute très difficile. Faire partir les meilleurs, je pense que c'est très facile. Ça, je pense que c'est très facile. Et quand on voit, par exemple, alors là encore, je vais choquer certains d'entre vous, mais bon, mais l'amitié aussi, si vous m'avez fait venir, c'est pour que je dise des choses. Oui, non, mais les pointeuses, par exemple. Quand j'ai vu ça l'autre jour dans un très grand cabinet de conseil de la Défense, les pointeuses alors non pas simplement pour badger, mais pour vérifier le temps de travail, y compris le midi. Mais je vais vous dire un truc, les gens brillants, ils pointent pas, hein. Tu pointes ? Ben non. Ben évidemment. Mais je prenais pas trop de risques. J'en prenais un petit quand même parce que je me souvenais plus. Parce que ça fait 1 an et demi que je suis pas venu. mais je savais que j'en prenais. Mais non, mais Maud Bailly pointe pas. Enfin, je veux dire, non, mais les gens brillants ne pointent pas. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est pas possible. Vous n'imaginez pas Elon Musk. Alors, lui peut même pas être salarié, mais non, mais vous n'imaginez pas des gens comme ça pointer, c'est pas possible. Or, les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin d'attirer les meilleurs. Quand vous êtes dans une phase de destruction créatrice schumpeterienne, au fond, la stratégie, elle est simple. Les meilleurs avec moi, les moins bons chez les autres. Non, mais c'est ça, véritablement, ce qui devrait obséder les entreprises jour et nuit. Et je pense, et je m'arrête là, je pense que ça passe aussi par autre chose, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est la question du sens. Les salariés ont plus besoin de sens que de professeurs de yoga et de baby-foot. Les baby-foot, c'est acheter des baby-foot, ça ne peut pas être mauvais, mais ce n'est pas bon non plus, en réalité. J'évoquais Elon Musk tout à l'heure. On peut toujours critiquer Elon Musk, etc. Mais je pense que, globalement, il faut éviter de critiquer les gens qui réussissent, parce que je pense que quelqu'un quand même qui, en 10 ans, a fait une entreprise de fusée spatiale, qui est un truc au départ qui n'est pas complètement évident, je pense que le traiter uniquement par le mépris me paraît être une stratégie cognitivement dangereuse. Donc je pense qu'il ne faut pas faire ça. Et d'ailleurs, certains l'ont fait, y compris dans l'entreprise que j'ai citée. Et aujourd'hui, ils voient bien quand même qu'il y a un problème, quoi. Que l'entreprise, elle ne gagne pas encore beaucoup d'argent. Mais il faut quand même beaucoup de lancements.
coloniser Mars, bon, il y a un projet, quoi. Non, mais je veux dire, on peut y adhérer ou pas. On a eu ce débat l'autre jour à Vivatech avec mon ami Eric Orsena, une première fois qu'on s'est engueulé, parce que lui trouve que c'est absolument débile de coloniser Mars, avec un argument qui est extrêmement fort. Pourquoi ne pas résoudre d'abord les problèmes qui se posent sur Terre? Difficilement réfutable. Et moi, j'en avais un autre, qui était de dire, mais au fond, l'aventure humaine, c'est toujours d'aller faire des trucs bizarres ailleurs. Donc, on ne va pas non plus s'empêcher d'être humain. C'est tellement tentant de coloniser Mars qu'il était normal qu'un entrepreneur, un jour ou l'autre, décide d'aller faire ça. Et puis alors là, en plus, je veux dire, en termes d'extension, en termes de tourisme, etc., alors là, je pense... non, mais c'est génialissime, quoi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc haut de gamme à monter, voilà, qui est sans doute extrêmement sympathique. En tout cas, ce que je veux dire par là, et je m'arrête, et ça c'est vrai, c'est que la femme de ménage de SpaceX, elle m'a dit, je participe à la colonisation de Mars. Ça, quand même, je trouve que c'est un truc qui est très fort. Elle avait le sentiment de participer à la colonisation de Mars, et je pense que ça valait tous les cours de yoga du midi. Voilà. Merci Nicolas. Sébastien, Maud, est-ce que vous voulez réagir sur un point ou deux de cette, j'allais dire de cette keynote? C'était pas une keynote, c'était une espèce de show, mais Moi, j'adore. Enfin, c'est Nicolas, quoi. On a le produit attendu. C'est vrai. Et ça renvoie à une conviction. La personnalisation, c'est l'avenir. C'est notre vrai levier de différenciation. Je viens consommer non pas tant un produit qu'une expérience. On nous promet Nicolas, il monte sur scène. On s'attend à un produit. Mais en fait, on a une expérience. Et cette capacité à créer du lien, à faire de l'interaction, à faire de la personnalisation, je crois en fait, c'est aussi notre objectif dans ce qu'on fait au quotidien. Je crois beaucoup au sens. Les collaborateurs chez Accor, en tout cas dans mon département, ils savent qu'il va y avoir plein de révolutions qui vont nous disrupter. On a le blockchain, on a la facial recognition, on a les paiements mobiles, mais il y aura certainement plein de choses qui vont arriver. La seule chose qu'ils nous demandent en permanence, c'est s'il y a un cap, s'il y a une certitude et s'il y a un sens. Donc pour le coup, s'il y a bien, pour sortir de la boutade, Nicolas, une chose à laquelle je crois profondément dans ce que tu as dit, c'est le sens, le sens, le sens. Ça ne veut pas dire une certitude, le sens va peut-être bouger, mais on est quand même dans un univers où on a besoin de pouvoir articuler une histoire. Hein, on est tous des conteurs, mais des conteurs du réel, on ne raconte pas des bobards. Et tant qu'on a, en tant que manager, la capacité à raconter un sens et à emmener des gens, alors je pense qu'on peut transformer durablement. Donc merci Nicolas, parce que ça fait pas mal quand même écho à ce qu'on vit chez Accor. Et merci pour l'expérience. Moi, je voudrais juste... j'aurais adoré pouvoir dire cette phrase, mais c'est pas moi, elle n'est pas de moi, elle est d'un type formidable qui s'appelle Arthur Sadoun. Et Arthur, vous l'avez peut-être vu, qui est le patron de Publicis, et qui a dit il y a une petite dizaine de jours, je ne suis pas sûr que je suis le meilleur patron, mais je suis sûr que j'ai la meilleure équipe. Elle est là.